Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et comme c'est plus souvent qu'autrement le cas, je suis accompagné de Guy Barrette. La bonne vieille chaussette qui accompagne J'oserais pas dire chaussette, mais dit comme ça, je peux peut-être dire que c'est vrai que moi je suis une vieille godasse. Oh boy! Dans notre dernière émission, il y a Étienne Tremblay qui gentiment disait qu'il était vieux. Ouais. Moi, avec mes cheveux blancs, on pourrait me le dire aussi. Je vieillis. Les années passent, c'est la vie. Que voulez-vous? Hey, quoi de neuf avec toi? Guy, je passe le message. Moi, je suis disponible pour faire des mandats, faire des contrats. Donc, je fais la recherche active d'un contrat. Ça fait pas longtemps, là, ça fait comme une semaine. Donc, ça se peut peut-être si vous me contactez que je vais déjà avoir eu un contrat, mais si vous cherchez un bon architecte... Oui, il faut dire qu'on est le 6 octobre 2011. Ouais, donc, si vous écoutez cette émission-là en 2012-2013... en tout cas, j'espère bien avoir un mandat d'ici ce temps-là. Pour la petite histoire, les auditeurs savent peut-être, j'étais à temps plein depuis plusieurs mois sur l'écriture d'un livre et là, mon temps plein est fini. Là, il est temps que je retourne faire des contrats. Donc, c'est ça, ce qui se passe de mon côté. On se prépare pour un bel automne. Oui, puis moi, en parlant d'automne, moi, je m'en vais à Seattle la semaine prochaine, chez Microsoft à Redmond. Tu vas pour une formation sur cloud ou? Oui, en fait, c'est un trainer sur les technologies Azure. Ah! Ouais. Donc, tu vas peut-être même avoir peut-être quelques hints sur ce qui s'en vient dans le futur ou pas vraiment? Moi, je sais pas, là. Tu vas voir, hein? De toute façon, j'en parlerai pas. Je pourrais pas. Notre invité aujourd'hui, Vincent Grondin. Bonjour, messieurs. Salut, Vincent. Allô. Vincent, c'est pas ta première participation à notre émission, hein? C'est deuxième, troisième? C'est la deuxième. Puis, nous, on est très heureux de pouvoir t'avoir aujourd'hui parce qu'on va couvrir un sujet qu'on n'a jamais couvert, puis je pense qu'il est un sujet important, le mocking. Donc, on va expliquer un peu plus en détail tout à l'heure. Oui, c'est vrai. On s'est jamais moqué de nos invités. Oh! Il fallait que je la lance. Oui, quel jeu de mots, Guy, vraiment, là. Ouais, OK. Je vais... Comment en anglais on dit Killing a Mockingbird? Très bon livre d'ailleurs. Écoute, Vincent, la formule d'émission, c'est toujours la même. On commence par brosser rapidement ton portrait. Qui est-ce que t'es pour permettre à nos auditeurs qui n'auraient pas la chance de te connaître, d'avoir une petite idée de qu'est-ce que tu fais dans la vie. On prend une petite pause de 10 secondes et après ça, on revient pour parler justement aujourd'hui de mocking. Donc, Monsieur Grondin, comment pourrait-on vous décrire? Je suis un architecte .NET. Ça fait déjà environ 12-13 ans que je travaille dans les technologies Microsoft. Environ 9 ans en .NET. 8-9 ans en .NET. Puis, je suis présentement chez Fujitsu, comme architecte là-bas, architecte de solutions. Ça fait un bout, là, que chez Fujitsu. Ça fait presque 2 ans, là. Ça fait... Le temps passe vite. Le temps passe assez vite, oui, effectivement. Non, là-bas, je suis comme architecte aussi, trainer à mes heures, dans le centre de développement à distance. Mm-hmm. Puis avant ça, moi, je t'ai connu, écoute, on remonte à plusieurs années, mais à l'époque, on faisait chacun un contrat chez Desjardins, donc le monde est petit, hein. Les gens, les bonnes personnes, on les reçoit toujours. Mais c'est un fait, là. Bon, on fait un petit à côté, là, mais l'informatique, là, c'est souvent, là, tu rencontres les mêmes gens au fil des années, puis c'est un petit monde, puis faut pas faire 56 gaffes dans sa carrière, là. C'est parce que si t'es pas bon, à un moment donné, les gens vont le savoir. Ils diront peut-être pas publiquement sur les toits mais comme dans toute chose, hein, les gens qui sont bons après ça cherchent à retravailler ensemble parce que les bons s'attirent puis souvent moi je dis aussi les pas bons s'attirent entre eux autres, c'est-à-dire que des fois tu regardes, il y a des endroits tu dis non, ça toute la gang de pas bons sont ensemble, puis la première nouvelle qu'on sait c'est que ces projets-là vont mal parce que c'est ça la vie, hein.
C'est un peu comme, souvent je fais l'image, c'est si tu prends un code source, les bugs sont pas répartis équitablement. Ils sont pas distribués. Ils sont comme tous au même endroit, dans le même bout de code qui est écrit par le ou les mêmes développeurs. C'est souvent ce qui se passe. Puis je pense que si on regarderait aujourd'hui à Montréal, il y a quoi? Peut-être 500, 600 développeurs qui font du programmation.net. Les bons sont ensemble, puis les moins bons, malheureusement, se retrouvent souvent... Puis ce qui est important, c'est réussir à fermer la boucle et revenir sur le sujet qui est la bio de notre invité. Guy me fait des signes en disant « Puis ça, Mario, il me semble que c'est long ce que tu dis. » Donc, Vincent, donc tu disais 12-13 ans de programmation. MVP C# aussi. Oui, c'est vrai. Ça fait 2 ans. Je suis renouvelé depuis juillet. Mm-hmm. Donc, MVP, pour nos éditeurs qui ne sauraient pas, ça veut dire Most Valuable Professional. Donc, c'est une reconnaissance, un prix que Microsoft octroie c'est pour 1 an. En fonction de ton implication dans la communauté, puis ton désir de partager tes connaissances et tout. C'est une façon pour Microsoft de reconnaître les gens qui s'impliquent. Puis toi, tu es impliqué dans la communauté.net depuis plusieurs années. On est tous, nous, impliqués dans la communauté.net. Avec vous, messieurs. Oui. Donc, comme tu disais, Vincent, ça fait 12-13 ans que tu fais du développement, presque une dizaine d'années en .net. Ça fait le tour de ta biographie, Vincent. Nous, on prend une courte pause et on revient parler de Mocking. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontreal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Mocking, je prends le terme anglais parce que je sais même pas s'il existe un terme francophone. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une équivalence en français du terme mock? S'il y en a une, je préfère pas la connaître, je te dirais. En tout cas, au Québec, on utilise toujours le terme mock, qui est le même terme qu'en anglais. Donc, pour nos auditeurs francophones qui disent qu'est-ce qu'ils parlent de là, mock, qu'est-ce que c'est? On va vous expliquer en quelques mots qu'est-ce qu'on entend, puis vous allez peut-être dire ils veulent dire tel terme. On le connaît pas, malheureusement. La beauté de vivre dans cette grande planète, il y a plusieurs variantes de la langue française. Donc, mocking, qu'est-ce qu'on veut dire par ça, Vincent? En gros, c'est d'essayer de remplacer un objet qui a un comportement X par un autre objet qui fait plus notre affaire dans le contexte d'un test unitaire. Donc, dans un test unitaire, je veux peut-être pas nécessairement utiliser tous mes objets que j'ai conçus à bras, mes objets d'affaires, par exemple. Des fois, je vais avoir des objets un peu plus simples qui répondent à des critères un petit peu plus simples puis qui me font réagir de façon différente pour prouver que mon test fonctionne. Donc, mettons que j'ai un objet qui serait de type, je sais pas moi, un gestionnaire de courrier électronique, donc un email manager. J'ai ce type d'objet-là. Et moi, je veux faire un test, puis je veux pas utiliser la vraie implantation d'un email manager parce que ça prend beaucoup de temps, puis ça utilise un paquet de ressources que je veux pas utiliser. Donc, je voudrais y passer un autre objet qui a les mêmes comportements, puis à ce moment-là, c'est un peu comme utiliser un faux. Effectivement, c'est que là, le problème que tu vas avoir dans les langages fortement typiques qu'on a aujourd'hui, c'est que tes méthodes sont signées avec ton email sender ou email manager. Et puis là, tu vas avoir de la misère à passer autre chose qu'un email manager puis que ton code puisse continuer à bien fonctionner. Donc, tu vas sûrement vouloir passer ce qu'on appelle un mock ou un proxy. On expliquera tout à l'heure c'est quoi un proxy puis qu'est-ce qu'un proxy dynamique. Donc là, c'est un bon point que tu amènes. Tout les mocks, c'est un animal qui existe parce qu'on vit dans un monde fortement typé. Mm-hmm. C'est-à-dire, si on est dans la plateforme .net, on sait, c'est programme en C#, en VB.net, tu peux pas remplacer un type par un autre type aisément. Tu vas avoir une erreur à la compilation. C'est le but du langage, c'est de dire on peut pas faire n'importe quoi avec le langage. Mais si on serait dans un monde dynamique, supposons que on a des auditeurs qui travaillent plus à programmation web, JavaScript, ce type de langage qui sont interprétés à l'exécution. Probablement que pour eux, ils disent qu'est-ce qu'il veut dire par fortement typé? Parce que, par exemple, en JavaScript, tu prends un objet, tu l'initialises avec un autre objet. Le compilateur, pas le compilateur, mais l'interpréteur JavaScript se plaindra pas. Lui, il va juste faire l'initialisation. Puis s'il est capable de trouver des méthodes, il les exécute. Puis sinon, il va te lancer un beau message d'erreur. Donc, dans des environnements dynamiques, on n'aurait pas de mocking parce qu'on peut le faire implicitement. Effectivement. Mais dans .NET, on a besoin d'utiliser du mocking. Tout à fait. Parce qu'on peut pas le faire.
Donc, si on parle de mocking, puis c'est quelque chose qui était ardu à faire dans le monde.net, j'imagine donc qu'il y a des stratégies ou des outillages ou des façons de faire le mocking qui... est-ce qu'il existe une seule façon de faire ça? Premièrement, peux-tu le faire même sans outils? Oui. Tout à fait. Oui, je pourrais le faire sans outils. Tu pourrais faire ça sans outils. C'est sûr que ça te demande de faire attention à la façon que tu designes les choses. Fait que là, il va falloir que tu utilises tout plein de concepts dont on parlera un petit peu plus tard. Mais ça se fait sans outils. Ça se fait aussi avec des outils. Ben là, on ne fera pas tout plus tard. On va le faire tout de suite. Je veux vraiment qu'on comprenne. Donc, si je comprends bien, je veux remplacer une classe concrète par une autre classe. Ça se fait pas en monde.net. Donc, il va falloir quoi? Que je travaille plutôt avec des classes abstraites, donc avec des interfaces, j'imagine? Ben, tu as deux choix. Tu peux y aller par des interfaces ou tu peux te créer des classes qui héritent des objets que tu veux. Ah oui, avec héritage? Avec l'héritage, ça pourrait marcher aussi. C'est sûr qu'il y a des contraintes à ce moment-là. Bon, si tu me dis, je veux passer un email manager, ben, tu vas te faire une classe qui s'appelle Email Manager Mock, qui hérite d'Email Manager. Oui, tu viens de résoudre ton problème d'être capable de passer la classe sans que le compilateur, disons, t'avertisse, se plaigne. Mais tu n'as toujours pas la possibilité de faire ce que tu veux avec l'objet. C'est-à-dire que s'il y a des méthodes privées puis tu les utilises à l'interne, ben là, tu es un petit peu poigné pour utiliser les mêmes méthodes de ton côté. Puis si les méthodes sont pas taguées virtuelles, tu pourras pas changer leur comportement. Donc là, ce que tu expliques, c'est certaines limitations qui font qui expliquent probablement pourquoi il y a un outillage qui est associé au mock puis qu'on le fait pas avec ce que les langages de programmation nous donnent. Parce que ce que tu nous dis, c'est avec l'héritage ou en utilisant des interfaces, je pourrais remplacer une classe. Ça me forcerait, moi, comme programmeur, à m'imposer à toujours travailler avec des interfaces, pas travailler vraiment avec la classe concrète quand je la déclare. Aussi. Faire l'injection de dépendance. Mm-hmm. Donc, il y aurait beaucoup de techniques que si je les maîtrise puis que j'architecture mon application, je pourrais faire du mocking sans problème. Oui, mais tu n'aurais probablement pas un aussi beau taux de succès que si tu utilisais un mocking framework. Surtout, comme il y en a plusieurs familles, il y a des familles moins, moins puissantes que d'autres. Mais si tu utilises aucun framework, tu vas avoir de la misère à moquer des choses comme des cas statiques. Ça va être dur à moquer un cas statique. Il va falloir que tu te fasses probablement une interface, que tu te fasses une classe qui hérite de l'interface. Puis dans l'implémentation, tu utilises l'injection pour des fois utiliser, faire ton call statique. Finalement, pour remplacer des objets, on complique notre code. Exemple, un message box. Tu veux popper un message box. Ben, si tu veux être capable de moquer ça, c'est sûr que tu veux pas que pendant tes unit tests, que les message box pop. Il va falloir que, à toutes les fois que tu veux faire un message box, que tu domptes tes programmeurs à dire, t'as plus le droit d'utiliser message box. Il faut premièrement que tu injectes le message box helper à la fonction qui veut s'en servir. Puis elle va faire un appel à show, qui a les mêmes paramètres que le vrai show. Puis, dans la vraie classe de production, ça va être votre vrai message box helper qui va être utilisé, mais dans tes unit tests, tu vas injecter un mock. Ouais. OK? Donc là, tu viens d'être capable de mocker les classes statiques, mais qui, comme développeur, aurait pensé à ça, là, dire j'utiliserai pas messagebox.show directement dans mon code, on va se faire une classe qui... C'est ça, c'est difficile, là. C'est qu'il faut que tu formes tous tes informaticiens à changer leur pratique habituelle de programmation, qui est souvent d'utiliser des classes concrètes. Tout à fait. Et il y a même une autre limitation. Le framework.net, il y a un paquet de classes concrètes là-dedans, que ça soit juste, par exemple, on va venir avec le bon vieux dataset. Si tu as un dataset quelque part, ben là, comment tu fais pour moquer ça? C'est Microsoft qui l'a fourni, cette classe-là, donc... Puis on parlait tout à l'heure d'héritage, mais qu'est-ce que tu fais? C'est le type est sealed. En plus, il est fermé. Là, tu peux pas le moquer. Donc, pour toutes ces raisons-là, parce que c'est très ardu reformer tous nos informaticiens puis leur expliquer comment changer leur pratique de programmation, on aime mieux mettre en place ou utiliser un outil de mocking qui va permettre quoi? Qui va permettre de dire à tes développeurs, continue à programmer comme tu as l'habitude de faire, fais des new sur des classes, et nous, avec le framework de mocking, on va être quand même capable de remplacer ces classes-là. Oui, je vais rajouter une dernière contrainte à la façon faites-le vous-même, c'est que vous allez devoir tout maintenir vos mocks dans votre codebase. Ça peut être assez ardu, ça, commencer à dire qu'il y a 56 mocks différents pour une classe parce que vous avez 56 codepads différentes qui utilisent une classe d'une façon différente. Donc là, de cette problématique-là, sont nés les frameworks de mocking qui, eux, t'aident à générer des mocks on demand, de façon dynamique. Donc, à la demande, tu peux générer tes mocks. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des classes de mock qui sont dans ton code source. Des classes de mock ne sont pas dans ton code source. La classe qui est dans ton code source, c'est la classe que tu configures pour te créer dynamiquement le mock. Donc, une petite classe auquel tu attaches des comportements, puis tu lui dis,
écoute, j'aimerais là, que tu me génères un mock pour un email manager qui se comporte de telle ou telle façon. Et lui, dynamiquement, quand va venir le temps de te créer le mock, il va créer une classe. Et si c'est un mock d'une interface que tu as demandé, il va créer n'importe quelle classe, il va y faire implémenter l'interface, puis il va te dire maintenant attache des comportements. Puis si c'est une classe concrète, il va en hériter, puis il va te dire maintenant attache des comportements. C'est important ce que tu dis parce que, dépendant du niveau de maturité des organisations qui font du développement logiciel, moi je me souviens, là, c'est de moins en moins le cas, mais les premières années, beaucoup de développeurs, quand ils ouvraient une solution .NET, puis que là, ils voyaient des classes, ou en tout cas, toute une branche dans la solution qui était sur les tests, là, c'était comme que c'est ça, cet animal-là. Parce qu'ils n'étaient pas habitués, eux autres, d'avoir des tests unitaires. Et là, il fallait les éduquer, leur dire, écoute, c'est une bonne pratique, puis là, leur expliquer tous les bénéfices, puis, mais là, il y avait beaucoup, il y avait le premier stade, c'était, il me semble, beaucoup de complexité pour rien. Pourquoi j'ai besoin de ça, en tout cas. Mais on a passé cette étape-là. On est rendu en 2011. La majorité des informations ont compris l'utilité d'avoir des tests unitaires. Mais là, si on voudrait avoir toutes des mocks, ça voudrait dire une autre partie de notre solution qui serait juste les mocks. Puis là, encore là, Faut le maintenir. faut maintenir, puis t'as toujours la peur des développeurs par rapport à ce qui est nouveau. C'est-à-dire, que c'est ça, cette affaire-là? Il faut que je comprenne ça. Tandis que si tu leur dis, non, on a un framework, tu vas avoir un minimum de code à faire, mais tu vas être quand même capable de remplacer. Donc, quelles sont les grandes familles? Donc, on a dit la première chose, c'est qu'on pouvait le faire sans avoir de... Ouais. Mais comment est-ce que les fabricants d'outils réussissent à nous faire des mocks? Ben, écoute, présentement, les familles qu'il y a, il y en a deux grandes familles. Les familles basées sur les proxys dynamiques. OK? Ça, c'est un peu, je te dirais, peut-être un 40-50% des frameworks. Qu'est-ce que tu veux dire par proxy dynamique? Ben, un proxy, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une classe qui se fait passer pour une autre classe. Mais c'est sûr que tu peux pas te faire passer pour un dataset si tu es un data reader. OK? Donc, il faut forcément que tu en hérites. Donc, le framework de proxy dynamique va générer un proxy de façon dynamique at runtime. Puis le proxy, c'est le mock. Le mock qui hérite de la classe ou qui implémente ce que tu as demandé. Donc ça, c'est une première. Et là, ils font ça, juste par curiosité, ils font ça comment? C'est-à-dire que ils créent le IL, puis dynamiquement, ils créent la classe à l'exécution? La classe, elle vit juste dans ton abdomen, le temps de l'exécution. Puis après ça, elle meurt. Mais ce qui reste dans ton codebase, c'est toute la configuration de la classe qui va produire le proxy dynamique. OK? Donc, tu n'as pas besoin de maintenir le proxy, tu as juste besoin de maintenir les comportements du proxy. Ah oui, parce que lui, c'est sûr que c'était un comportement, mettons, qui sont je vais appeler mon email manager, puis je m'attends qu'il me retourne une chaîne de caractères de 128 caractères. Faut quelque part tu codes le code qui va vraiment créer la string pour tourner la chaîne de caractères de 128 caractères. Puis après ça, il va falloir que tu, par configuration, tu dises, hey, là, toi, le proxy dynamique, pogne ce bout de code-là, puis c'est ça que je veux que tu m'exécutes quand que j'appelle telle méthode de mon email manager. Ouais. Puis ça, c'est la première famille. Je te dirais que c'est une des familles, c'est la famille un peu la moins puissante, mais il a quand même des bonnes forces, mais elle a quand même des faiblesses parce qu'elle fait la même chose. Il y a des outils commerciaux qu'on connaît qui utilisent ça? Tout à fait. Qui utilisent les proxys dynamiques. Ben, t'as MoQ, t'as RhinoMox maintenant, je pense qu'il est là-dessus. T'en as quelques-unes, là, je vous dirais, là. Fake It Easy, qu'est-ce qu'il y a? NMock 3 aussi. Toutes des habituellement open source ou qui coûtent pas grand-chose. Ah oui, parce que MoQ, c'est un produit open source, RhinoMox aussi, NMock 3. Donc, il y a beaucoup de projets open source qui permettent de faire l'outillage, utilisent les proxys dynamiques. Mais dis-toi qu'ils font exactement ce que nous, on aurait fait. Donc, ils ont les mêmes limitations que nous. Tu vas avoir de la misère à les méthodes statiques, c'est intéressant, là, parce tu vas avoir de la misère à faire les méthodes statiques. C'est fait automatiquement au runtime, mais avec les mêmes limitations que si on les avait codées à la main. Tout à fait. OK. Donc ça, c'est la première grande catégorie. Puis là, l'autre catégorie, c'est? C'est celle basée sur le .NET Profiler API. Le .NET Profiler API, ça a toujours existé dans .NET. Puis les gens s'en sont toujours servis pour faire différentes choses. Puis là, il y a quelques années, il y a des gens qui se sont dit, écoute, on pourrait peut-être s'en servir pour faire un framework de mocking. Juste avant d'expliquer le framework de mocking, on va revenir sur cette API-là pour faire du profiling dans .NET. Le but premier, c'était pour faire les analyses de performance. Ouais. Donc, Microsoft a mis toute une plomberie dans le framework pour qu'on soit capable de pouvoir mesurer les performances. Ouais. Puis là, on se rend compte qu'on pouvait utiliser la même API pour être capable de faire des mocks. Oui, parce que c'est toutes des petites fonctions qui existent déjà dans .NET, comme genre onException, onHandled, onFunction entered, onFunction exit. Il est capable de dire où il est rendu dans l'exécution de son code. Puis en fait, si je comprends bien, c'est du code que le profiler injecte dans le YEL ou quelque chose comme ça? C'est plus des facilités. Il faut voir ça un peu comme des events. OK, que le CLR est capable de te mentionner pour dire
Je suis rendu là. Je m'apprête à précompiler, disons, la fonction send email. Mais pour Est-ce que tu veux que je précompile la fonction send email? Mais là, Vincent, notre auditeur type là, qui lui dit, moi, j'ai l'habitude de programmer, j'ai jamais vu ça, ces événements-là. Qu'est-ce qu'il faut faire de spécial pour les voir, puis qu'ils soient actifs? Faut faire les inclusions des bons API, ou j'imagine qu'il faut que si tu déclares quelque chose? Présentement, je te dirais que si tu utilises un framework de mocking, c'est transparent pour toi. C'est transparent, t'as rien à faire. Mais Ouais. si tu voudrais le faire à la main, mettons, tu voudrais voir, il y a probablement Il y a probablement des tools ça qui se fait existent parce que les ou- outils le font. Je sais, les outils le font, donc il faudrait peut-être décompiler, il faudrait peut-être pas décompiler en fait. Donc, il faudrait peut-être décompiler un outil et regarder ce qu'ils font. Mais il faut pas. Ou regarder la documentation. Ouais, ben, Regardez la j'imagine, documentation. c'est pas très caché comment est-ce qu'ils font ça. Mais pour revenir, donc, il existe un API pour le profiling, et cet API-là est utilisé par des engins de mock. Puis quel bénéfice que ça donne? Est-ce que c'est plus puissant que les proxys Ben, dynamiques? c'est beaucoup plus puissant. Honnêtement, c'est que l'outil est capable de te dire, bon, je m'apprête à précompiler, disons, la fonction send message de ton email manager. Et là, toi, tu as la possibilité de dire, je sais que tu pourrais compiler cette fonction-là, mais à la place, compile donc celle-ci. Donc, tu es capable d'injecter, juste au moment où il fait son JIT, là, son Just-in-Time Compiling, tu es capable d'injecter une fonction différente que ce qu'il y a dans ton DLL sur 10. Donc, tu remplaces le code Donc, à tu la pourrais compilation. littéralement dire, regarde, prends ce lambda expression-là, puis c'est ça que je veux que tu exécutes. Tout à fait. Donc, Puis, une fois que ton abdomen disparaît, quand tu fermes ton applique, ben, ton DLL, il n'a pas changé, lui. Il est resté en IL. Nous, ce qu'on injecte, on émet du IL temporairement, puis c'est le code machine qui est roulé dans le CLR qui change, lui. OK. Donc là, quand tout se ferme, puis ton applique se termine, puis que tes unit tests arrêtent de rouler, ton DLL sur disque n'a pas changé. Mais là, j'entends certains développeurs qui vont dire, 1 minute, là, ils changent le comportement à l'exécution, ça peut faire du code pas solide. Ben, c'est ce qu'on veut. On veut changer le comportement. Mais c'est ça, on s'entend, c'est on, pas... on change pas la signature des appels, mais on veut changer le comportement. Au lieu d'aller taper sur le serveur de courriel, on veut juste se faire dire ça a on marché. veut juste retourner un yes. Ouais, on veut retourner à yes, puis Ouais. on s'entend, on utilise ça quand on fait nos tests. C'est-à-dire que notre vrai code qui roule en production, lui, il utilisera jamais ce .NET Profiler parce que c'est finalement les mocks, c'est des choses qu'on utilise dans les jeux de test. Donc c'est pour prouver que notre comportement est bien correct. Puis là, on est prêt à dire oui, change le comportement au runtime, c'est acceptable. Puis on sait que dans la vraie vie, quand on roule sur un serveur en production, c'est notre vrai code qui est exécuté. Donc, il n'y a pas de risque à utiliser un outil de mock. Il n'y a pas de risque, mais il faut comprendre que c'est super puissant. Donc, des outils commerciaux qu'utilise .NET Profiler, il y en a sûrement, j'imagine? J'en connais quelques-uns. On peut savoir la compagnie Telerik produit une version gratuite qui s'appelle JustMock. Il y a aussi une version payante de JustMock. Il y a Isolator de la compagnie TypeMock. Donc là, vois-tu, on parle de produits commerciaux qu'il faut que tu payes. Faut que tu payes. Parce Mais que il y en a un justement, c'est un peu Microsoft plus... aussi, là. Il y en a un Microsoft aussi, Moz. C'est basé sur la même chose. Ça, c'est gratuit, Moz. Ouais. Donc, Moz, puis peut-être T-Sharp aussi qu'il faudrait mentionner de petite compagnie ici de Montréal, là, que c'était plus un langage de test, mais c'est basé un peu sur le même principe. Donc, si quels sont les avantages? Est-ce que d'autres, à part le fait qu'on est capable de faire des choses que il serait très difficile de faire avec les .NET Profiler, est-ce qu'on peut dire aussi que ces outils-là sont souvent les dernières moutures, ou en tout cas les dernières générations, donc ils sont plus conviviales parce qu'ils utilisent des interfaces qu'on appelle... C'est sûr que les frameworks d'aujourd'hui vont tout utiliser. Ces deux frameworks-là, disons, TypeMock JustMock puis Isolator vont utiliser les Fluent Interfaces. Donc ça, c'est plus facile à utiliser. Ça utilise beaucoup les lambdas. Donc, pour vous lancer dans le mocking, il faut que vous soyez très, très, très habile avec les lambdas, les méthodes d'extension, puis toutes ces petites facilités-là. Mais ça reste que c'est super puissant. Ils n'ont aucune limitation, ces frameworks-là. C'est votre imagination. Là, on n'a pas les mêmes limitations qu'on avait dans la façon précédente, comme par exemple des méthodes privées ou... Non, parce que justement... T'es juste avant qu'il compile en langage machine. Tu peux faire que ce soit privé, public, sealed... Aucune limitation. Aucune. Okay. Aucune. Puis ça va plus loin que ça, même. Lui est capable. Il y a des frameworks de mocking qui utilisent le .NET Profiler API. Les autres sont pas capables. OK? Mais ces frameworks-là, ils sont capables de remplacer directement des bouts de code dans votre code de programmation, dans votre code de production aussi. C'est-à-dire, si vous n'avez pas fait de l'injection de dépendance
pour tout à l'heure, tu me donnais un exemple d'une fonction qui recevait un email manager et puis qui l'utilisait. Ben, disons que cette fonction-là ne recevait rien comme paramètre et déclarait à l'intérieur de la fonction le email manager. Ça serait dur à moquer avec quelque chose comme MoQ. Parce que tu serais pas capable d'injecter un mock au lieu de la vraie instance de ton... c'est ça, c'est que les proxys dynamiques, il fallait tout que tu ramènes toutes tes dépendances injection, comme des paramètres dans tes méthodes pour être capable de les injecter. Tandis que là, souvent, nous, dans le code, directement, on fait un new, puis on utilise un objet, mais là, il n'y a pas de point d'entrée, donc comment on fait pour être capable de... Avec ces frameworks-là, tu es capable d'utiliser la fonctionnalité qu'on appelle le Future Instance Mocking. Donc, tu es capable de dire, à quelque part dans le code path que je suis en train de tester, je déclare un email manager, puis j'appelle la fonction send email. Pourrais-tu, s'il te plaît, la prochaine fois que tu vois une nouvelle instantiation de ce type-là, me remplacer ça automatiquement par une instantiation de mon mock? Et là, donc ça, c'est très puissant. Ça, tu vas changer, sans avoir fait d'injection de dépendance, tu vas changer le comportement de ton code. Ça m'amène, Vincent, peut-être qu'à ce qu'on couvre, c'est quoi les scénarios, parce qu'on, là, on a dit les deux grandes catégories pour faire du mocking. Je pense que là, ce serait intéressant de commencer à donner des scénarios concrets de comment ou pourquoi on pourrait vouloir utiliser du mocking. Puis là, t'es déjà en train d'en traiter un. Quand tu dis les future instances, c'est littéralement pourquoi on voudrait faire ça. Ben, écoutez, là, moi, je vois 5 grands scénarios pour lesquels tu voudrais faire du mocking. Premier scénario, c'est que tu veux t'isoler. Tu veux isoler le code à tester de son infrastructure. On avait un bon exemple avec le serveur d'email. Moi, si je fais des tests, puis que dans mon test, je me sers de ma business rule, qui est j'envoie un email au VP quand c'est successful. Je veux peut-être pas que tous les devs roulent les nuits de test, et en plus la nuit, puis que tout le monde envoie des emails à mon VP. Peut-être pas une bonne idée. Donc, je veux isoler cette partie-là, puis faire comme si le email s'était envoyé comme il faut, puis voir si moi, je réagis correctement à un envoi successful. Ouais. Okay? Donc là, tu t'isoles d'une partie un peu problématique qui demande de l'infrastructure ou tu t'isoles d'une base de données. C'est peut-être le classique, là, la fameuse base de données où on est tout le temps dépendant d'une BD. Ce que tu fais, c'est qu'avec le mocking, c'est que tu retournes peut-être une classe ou un result set là, que tu bâtis dans ton jeu de test. Exactement. C'est là que ça va. Dans ton jeu de test, c'est toujours le même, c'est ça. C'est prévisible, puis surtout, le gros bénéfice, c'est on sait que si tu appelles une base de données, ça veut dire que tu vas sur le réseau. Le réseau est lent. Donc, si tu fais... tu sais, si tu as des milliers de tests unitaires qui vont frapper ta BD, mais là, les jeux de tests qui prenaient quelques minutes, ça s'étire, puis à un moment donné, ça vient que c'est tellement long que les programmeurs ont peur de peser sur le bouton. Ah, je vais checker in mon code source parce que je sais que tous les tests vont partir, puis là, faut que j'aille prendre un café. Mais si tu utilises des mocks, les tests roulent en peu de temps parce que justement, on est tout le temps en mémoire vive. Donc, effectivement, ça, c'est la deuxième raison pour laquelle tu voudrais mocker. Donc, accélérer le temps d'exécution de tes tests unitaires. Parce que là, tu es en mémoire, puis tu vas pas frapper une base de données ou d'autres infrastructures qui pourraient aussi être down. Il faut se le rappeler, là, quand tu es sur de l'infrastructure, ça peut être down. Fait que tu veux pas avoir une dépendance. Ou ça peut être tellement coûteux aussi. Aussi, monter un serveur SQL, tu sais, il y a des quoi ça, là. On prend un scénario qui pourrait peut-être arriver, mettons qu'on a isolé, on voit ça dans certaines organisations, on isole nos développeurs sur leur propre réseau, parce qu'on veut pas qu'ils soient sur le réseau de production, parce qu'on a peur que les développeurs foutent le bordel, pour dire ça de façon polie. Donc, on les met sur leur propre réseau, mais souvent, sur ce propre réseau-là, ben, t'as pas d'Active Directory, ou en tout cas, c'est très minimal ce qu'il y a. Ou tu as à t'interfacer avec une autre applique, puis la seule applique qu'on a qui roule, c'est la prod. Ouais. Là, tu peux pas vraiment tester ton applique, parce qu'il faut que tu la testes avec l'autre applique, l'autre côté, qui est rien qu'en prod. Puis ça arrive ça aussi qu'il y a pas de même de pré-production pour certaines applications, surtout celles qui sont du patrimoine. C'est intéressant parce que ça pourrait être même aussi utilisé au début, par exemple, d'un processus de développement, un nouveau projet ou par exemple, je sais pas moi, la partie qu'on a à s'interfacer existe pas encore. Ouais. Exemple, les services. Une layer de services. Toi puis moi, Guy, on a fait une application ensemble. Moi, je fais le UI, puis toi, tu fais les services. Donc, évidemment, tu vas avoir beaucoup plus de jobs que moi.
Moi, je place mon petit UI, puis à un moment donné, je te dis après une semaine, sont-tu prêts les services? Faut que je teste. Non, pas prêt. Comment ça, sont pas prêts? Non. Puis c'est là, puis là, ce que tu es en train de dire, c'est souvent les gens se posent la question, c'est quoi le métier d'architecte? L'architecte, c'est justement de définir toutes ces interfaces-là, les documenter comme il faut, puis les fournir à chacun des parties en disant voici vos interfaces, voici vos contrats, Exactement. pour que toi tu sois capable d'utiliser du mocking pour tester comme il faut. Puis Guy, lui, il faut qu'il s'assure que ce qui retourne respecte ce contrat-là, parce que on veut pas lorsqu'on va comme parce que si le jour où tu te branches sur sa vraie implémentation, si ça respecte pas les contrats, ou en tout cas c'est fait à moitié, c'est-à-dire que le 3/4 de ton code, faut que tu revises. C'est intéressant ce scénario-là, parce que souvent je suis pris un petit peu dans ce problème-là où l'équipe avance pas au même rythme, pas nécessairement parce que il y en a qui vont moins vite que d'autres, mais il y a des choses plus complexes qui doivent être développées. Fait que là, en utilisant le mocking, c'était notre troisième raison. Donc développement parallèle, on a parlé d'accélération, on a parlé de s'isoler, rendre prévisible tes comportements. T'sais, si j'ai fait une application qui me sort un calcul mathématique en fonction de la météo dehors, c'est clair, net et précis que quand je vais rouler mes unit tests, on a intérêt à ce qu'on soit tout le temps à la même température dehors, si je veux que ce soit prévisible. Parce que tu vas dans tes SE, tu vas dire, je m'attends, par exemple, ça me retourne 20 degrés. 20 degrés. Mais là, si ça marche pas comme ça, on fait quoi? Ou il y a le code classique où est-ce que tu utilises l'horloge. On sait, c'est pas prévisible. Donc là, tu vas dire, prends pas l'horloge, prends un mock, puis lui, le mock va dire, il est toujours 8h15, par exemple, le soir, puis toi, tu vas bâtir tes tests en conséquence. Ton application prévisible pour que tes unit tests assurent tout le temps de la même façon. Même, à quelque part, ces types de comportement prévisible, ça vient faire partie de ta culture d'organisation parce que les gens ils savent, par exemple, à toute fois qu'on appelle un record set qui est pas un employé, c'est Jim Smith, son nom de famille, puis les gens bâtissent tous les tests en conséquence, qui s'attendent que ça soit toujours cette même personne-là qui a 48 ans, qui reste à telle adresse, parce que tu es capable de faire des tests prévisibles, puis tu te poses même pas la question, tu dis, regarde, c'est toujours celui-là qu'on utilise parce que notre mock est déjà préconfiguré. Même chose l'horloge, on prend toujours 2h10 pour parodier un peu la fameuse annonce qu'on avait il y a quelques années, de Timex, là, c'était toujours 2h moins 10? Non, c'était 10h10. C'était 10h10? Oui. Ah, moi, vois-tu, je pensais que c'était 14h. C'est pour entourer le mot Timex. Ah! Mais bon. C'est du marketing. Oui. Mais ça pour dire que tu définis comme des heures, puis ça vient particulièrement de ta culture, puis les gens bâtissent ces tests en conséquence. Puis ce qui est intéressant, ça peut être documenté. Ça peut être, par exemple, la personne qui est soit responsable des tests ou qui supervise cette partie-là peut documenter, que le fameux usager, c'est Jim Smith, là, puis il reste à telle adresse, puis il a 48 ans, etc., etc. Donc ça peut être documenté aussi, là. Ça. Est-ce là, on a fait le tour de quelques scénarios. As-tu d'autres raisons qui te viennent en tête? On en avait 5. Isolé, prévisible, accéléré, développement parallèle. Je te dirais peut-être simuler l'exécution de certaines parties de son code aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par simuler? Tout à l'heure, tu me disais, je veux tester un petit bout de mon code ici, dans un CodePath, mais juste avant, je fais appel à un serveur de mail. Si c'est pas le serveur de mail que tu veux tester, mais que dans le CodePath que tu essaies de tester, le serveur de mail est dans tes jambes. Donc, juste pour nos auditeurs, CodePath, si je traduirais ça en français, c'est le chemin que va parcourir ton code dans ton code source. Pour aller tester une fonctionnalité, souvent, avant la fonctionnalité, tu dois passer par-dessus certains tests. Donc là, tu vas peut-être te dire, écoute, moi, j'aimerais ça simuler là, que l'envoi d'email, ça s'est fait. Fait que tu vas juste dire, je suis pas intéressé à tester les emails, mais quand tu arrives là, fais comme si ça avait marché. Moi, je veux juste continuer puis me rendre le plus rapidement possible là où je veux vraiment tester. Donc, pour nos auditeurs qui ont fait beaucoup de debugging, c'est souvent ce qu'on appelait la fameuse fonction « saute par-dessus ce bout de code-là parce que moi, je veux trouver où est-ce que ça plante. » Mais là, dans notre cas, nous, c'est « je veux me rendre à l'endroit où ce que je veux tester parce que dans un monde parfait, chaque méthode serait très limitée, il n'y aurait pas plus qu'une dizaine de lignes de code, mais ça arrive des fois qu'on ouvre du code existant puis il y a 600 lignes de code dans une méthode. Puis donc beaucoup de comportements par étape. Puis là, tu dis regarde, je veux sauter ça, je veux me rendre là parce que c'est vraiment ce que je veux tester parce qu'on n'a pas toujours le loisir. On n'a pas toujours le loisir de refactoriser au complet les méthodes, hein, la vie étant ce qu'elle est. OK, donc là, on a vu 5 grandes raisons pour lesquelles on voudrait faire du mocking. On a aussi vu qu'il existe 2 grandes catégories d'outillage. Un qui sont basés sur les proxys dynamiques. Beaucoup de ces projets open source-là empruntent le code source qui venait du projet Castle, pour pas le nommer.
et beaucoup de produits commerciaux. Donc, si on est moindrement, on fait du développement sérieux en entreprise, on peut peut-être s'appuyer sur un produit commercial, surtout qu'ils sont pas très dispendieux. Qu'eux autres utilisent le .NET Profiler comme base pour construire. Puis on a nommé 2 compagnies, puis on va les rappeler, TypeMock et Telerik avec JustMock. Donc, si on vient là, parce que, bon, il y a peut-être nos éditeurs qui disent, regarde, moi, j'ai pas d'argent à commencer à aller m'acheter un framework, mais je veux quand même essayer ça demain matin. Est-ce qu'on peut regarder les projets open source puis juste les brièvement expliquer parce que chacun a leur petite particularité. Il n'y a pas 3 ou 4 frameworks pour rien, là. Ben, écoutez, on va commencer par MoQ, qui est probablement un de ceux qui est le plus connu dans l'open source avec RhinoMock. Mais moi, j'ai choisi de vous parler de MoQ aujourd'hui. Donc, MoQ, c'est M-O-Q. Comme MockU, là. Okay. En anglais, ça fait MockU, mais en français, nous, on appellerait ça Mock parce que c'est comme ça qu'on le prononce. Mais c'est M-O-Q, les 3 lettres. C'est 3 lettres. Donc, c'est un framework, comme tu disais, basé sur les Dynamic Proxy, open source, c'est gratuit. Et puis, bref, il y a une classe à connaître là-dedans qui te permet de faire pas mal tout. C'est la classe générique Mock of T. Okay? Puis, à partir de cette classe-là, tu construis une instance d'un mock of T, puis tu la configures. Donc, vu que ça s'attend à recevoir en générique un T, T étant le type que tu veux mocker. Exactement, le type à mocker. Donc, la recette est assez simple. Tu fais mock, tu te dis, je veux mocker, par exemple, mon fameux serveur de mail, donc, mettons que ça s'appellerait Email Manager. Donc, créer mock, puis là, je mets mes 2 braquettes, Email Manager. Puis, donc là, puis c'est un constructeur, pas de paramètres, j'imagine? Pas de paramètres, oui, mais je pense qu'il y a certains frameworks de mocking où tu peux passer des paramètres. Certaines options, là, de comment il va générer le proxy. Ah, OK. Donc, un coup que tu as fait un new de ce mock-là, tu hérites d'une classe qui est... Tu hérites ou tu as une instance? Ben, une fois que tu as fait une nouvelle instance d'un type, parce qu'à ce moment-là, c'est juste un type, ce n'est pas le mock. Faut se rappeler que c'est juste la classe qui va servir de configurateur. Elle, c'est la classe à laquelle il faut t'attacher des comportements. Faut que tu lui dises, là, maintenant que j'ai créé une classe qui va plus tard créer le email manager, il faut que je lui dise quoi attacher comme comportement. Cette classe-là est toujours du même type ou? Oui, c'est toujours mock of T, puis T change. OK? Puis toi, tu configures tout le temps ton mock of T. Puis plus tard, quand il va venir le temps d'instancier le mock, parce que tu demandes le handle sur le mock. Okay, parce donc, que toi, tu vas faire mock of T, point, puis là, tu vas lui dire tu vas faire ta variable. Tu vas faire ta variable, donc A, disons, point mock. Ça va te retourner ton mock. Ça va te retourner un email manager. OK? Et c'est ça que tu passes à tes méthodes. Donc, le cheminement est toujours le même. Tu commences par déclarer un mock of T. AAA. Là, après ça, tu as des méthodes dessus pour être capable de dire, voici le comportement que j'attends. Oui. Puis après ça, tu vas faire mock.l'instance que tu veux, point mock, puis là, ça te retourne l'instance. Oui, exactement. Donc là, mais en fait, c'est la méthode que tu me disais d'utiliser, c'est la méthode setup. Ouais. Okay, donc, sur mon instance A de type mock of email manager, donc, je vais faire A.setup, puis je vais lui dire à la d'une lambda, voici la méthode que je veux que tu moques. Donc, c'était, disons, send. OK? Puis, c'est sûr qu'on aurait pu ouvrir la parenthèse. Parce qu'un des paramètres de ça, ça va être le nom que tu veux, send, puis j'imagine après ça, l'autre, c'est un lambda expression qui est le comportement qui est attendu. Oui, mais en fait, c'est 2 lambda. C'est 2 lambda? Oui, parce que c'est sûr qu'il aurait pu décider qu'en ouvrant la parenthèse sur setup, tu mets entre guillemets le nom de la méthode. Mais ça, c'est pas très, très type safe. Ta méthode pourrait changer. On vit dans un monde fortement typé, donc on veut avoir des types. Donc, ils se sont servis des expression trees. Okay? Donc, à partir d'une lambda, ils déduisent le nom de la méthode dont tu veux parler. Donc, tu ferais setup, parenthèse. Là, tu me ferais parenthèse qui rouvre, parenthèse qui ferme pour me faire une lambda qui n'a aucun paramètre. Tu ferais ta flèche en C#. Et tu me nommerais juste sur ton A.send. Là, tu fermerais la méthode setup. Puis là, il saurait que c'est send que tu veux. Il saurait que c'est de send dont tu veux... il saurait que c'est ta send que tu veux attacher le comportement que tu t'apprêtes à définir. Donc, c'est pour les informaticiens qui sont peut-être pas familiers beaucoup avec les lambda expression, ça peut sembler du code rébarbatif après ma barre. Puis le pourquoi les gens ont fait du code comme ça, c'est parce qu'ils voulaient avoir du code fortement typé, parce qu'ils auraient pu faire une implémentation un peu plus naïve en disant je te passe une string qui est c'est quoi le nom de la méthode, puis après ça je te passe justement un delegate vers tu sais on reviendrait dans le bon vieux de .NET 1.1 ou 2.0, un delegate qui est un pointeur vers le code à exécuter. Ou juste une fonction. Eux autres auraient signé delegate, puis toi, tu mettrais le nom de la fonction qui serait dans ton code. Ouais. Sauf que là, tu serais avec des chaînes de caractères, puis ça fait du code qui est moins, en tout cas, qui est ciblé moins.
moins Donc, solide. les frameworks open source sont quand même assurés de faire du code. Oui, c'est des très bons outils quand même. C'est juste qu'ils ont une limitation, puis la limitation, ils ont tous la même. C'est quand tu frappes des choses comme static, sealed, tout ça. Parce qu'ils génèrent des choses dynamiquement. Puis... Mais si toi, tu sais les limitations, puis tu t'assures dans ton code de pas avoir ça, tu peux utiliser ces frameworks-là tout à sans fait. problème. C'est très, très puissant. Toi, de parler de MoQ, un autre on entend souvent parler dans la communauté open source, c'est Rhinomock. Oui, Rhinomock, au début, c'était basé plus sur un act, replay, scénario, là, il y a 4-5 ans. Mais là, ils sont rendus avec les dynamic proxies aussi. Mais je connais pas beaucoup parce qu'il y a une syntaxe un peu qui me paraissait bizarre. Rhinomock, c'est un projet open source qui est toujours en perpétuelle évolution. Puis là, vu qu'on maintenant on parle beaucoup de techniques avec les proxys dynamiques, ben eux autres aussi ont évolué. Puis ces dernières années, j'imagine qu'ils ont pris. Mais ça fait un framework un peu plus difficile à comprendre. Je vais donner mon appréciation. C'est que vu qu'il y a tout il y a toute une API existante qui vient du patrimoine qui avait été créé les premières années avec une autre philosophie. Donc c'est comme tu regardes ça et tu dis voyons, c'est comment par quel bout je le prends. Puis quand les gens ils savent, ils disent oublie tout ça c'est pas important, c'est la vieille API, utilise la nouvelle API, mais ça peut être déconcertant pour l'information au début. C'est ça. Si vous y allez pour les frameworks gratuits basés sur les proxys dynamiques, moi je vous dirais MoQ. Très très bon. En cause qu'il y a en plus les Fluent Interface depuis la dernière release de MoQ. Qu'est-ce qu'on veut dire par Fluent Interface, là? Théoriquement, une Fluent Interface, c'est une façon d'être capable de programmer tout sur une ligne. OK? Donc, tu es capable de faire, la plupart des méthodes de ton objet vont faire un return this ou un return d'une interface. OK? Qui fait que tu es capable de faire objet point fait quelque chose, ensuite point t'es revenu sur ton objet, tu peux dire fais quelque chose d'autre. Point. Donc ça te permet quasiment comme d'écrire ça chaîne des calls. Le comportement attendu à chaque étape, ça te fait quasiment une phrase, puis là quand tu lis ça, tu as l'impression que tu lis ça en français ou en anglais. Donc, toutes des choses que tu aurais fait normalement sur des lignes séparées avec des points-virgules, là c'est tout sur une ligne. Mettons si on utilise je sais que MoQ utilise ça, mais JustMock aussi, donc ça peut ressembler à quoi? Mettons je suis dans JustMock puis je veux créer un mock. Donc, si tu es dans JustMock et tu veux créer un mock, il va falloir que tu utilises la classe statique. Eux, ils s'appellent mock dans leur interface. Donc, tu fais mock.create et là, tu passes le type que tu veux parce que create, c'est une fonction générique. Ça va te retourner tout de suite le proxy, OK? Mais c'est pas un proxy, là, c'est la classe à configurer, OK? Sur cette classe-là, tu vas faire mock.arrange. Arrange, c'est un peu AAA, ça. Hein? Ouais. AAA, act, arrange, assert, act. Non, excusez. Arrange, act, assert. Arrange, act, assert. Donc, arrange étant la première chose à faire, on configure notre mock. Donc, je vais faire a.arrange, et là, je vais dire par une lambda sur quelle fonction je veux faire un ajout de comportement. Une fois que j'ai nommé la fonction avec ma lambda, je fais ma parenthèse, et là, je ferai point au bout de ça. Et là, au bout de ça, je serai capable de directement mettre une lambda. Okay. Donc, appeler, faire justement l'action que tu veux. Tout de suite. Donc, disons, return 0. Tu parlais tout à l'heure que c'est arrange, act, assert. Est-ce que aussi dans leur Fluent Interface, ils ont un point assert ou ils prévoient que tu vas utiliser les asserts qui viennent de ton jeu de test ou? Je pense bien qu'il y a un point assert, mais moi, souvent, j'utilise le assert de MS Test, là. Juste quand il faut que je fasse des choses un petit peu plus complexes, comme asserter que dans mon code, je suis vraiment passé sur messagebox.show puis que j'ai dit allô. Je sais pas trop comment vous feriez ça, vous, messieurs, vous assurez que votre code aurait voulu faire messagebox.allo, mais que vous l'avez remplacé par un mock à ce moment-là. Mais comment tu fais pour asserter que ça l'a fait? C'est très intéressant ce que tu racontes, Vincent. Faut que tu aies une méthode d'assertion plus qu'un MS-test. Parce que là, ce que tu es en train de dire avec un mock, c'est qu'on peut faire une catégorie de tests qu'on serait jamais capable de faire dans la vraie vie. C'est de dire, je vais remplacer une dépendance que j'ai. Par exemple, j'ai une dépendance sur mon fameux email manager. Mais ce que je veux tester, c'est que la fameuse méthode send, elle a été appelée. C'est-à-dire que moi, je veux faire un test pour vérifier que mon code appelle vraiment le email, le gestionnaire d'email, email manager, puis que la méthode send a été appelée. Donc, je ferai un mock de ça. Puis après ça, dans mon test, je viendrais asserter que j'ai vraiment appelé ça. Donc, je ferais juste vérifier que le code a été appelé. Mais pour moi, ça peut être un test très significatif parce que mon but, c'est peut-être ça, c'est juste de vérifier que telle méthode est appelée. Effectivement. Les cas classiques, c'est comme je disais, des choses, des cas statiques comme messagebox.show. C'est une fonction qui, dans un cas particulier, un if puis il fait messagebox.
comme je disais, tu veux pas que ça pop MessageBox dans tes tests unitaires. Tu vas vouloir mocker MessageBox, qui est un composant de .NET, là. Ouais. OK? T'as pas le handle là-dessus, tu peux pas hériter de ça, tu peux pas faire ce que tu veux avec ça, là. Mais avec un framework basé sur une .NET Profile API, tu serais capable de dire, maintenant, quand tu vois MessageBox.show, ne fais rien. Donc, passe par-dessus, parce que de toute façon, il n'y a pas de valeur à faire un show, OK, dans un unit test. Puis après, dans ton assert, tu serais capable de dire, by the way, si tu avais voulu popper le message box, est-ce que ça aurait marqué Allo comme ça? Puis là, tu nommes ta string exactement comme ça aurait dû. Puis il va dire, oui, c'est exactement ça que tu aurais été supposé faire. Mm-hmm. Donc là, ça te montre que ton code fonctionne de la bonne façon. Puis s'il te dit non, il va probablement dire non. Tu me demandes si j'aurais voulu mettre Allo, puis je m'en allais mettre bonjour. Donc tu prends par exemple un cas concret, c'est imaginons que j'ai du code qui va aller sauvegarder, on va revenir avec les bons vieux datasets, j'ai du code qui va aller sauvegarder dans un dataset, mais là tu pourrais vérifier que oui, le code pour sauvegarder a été appelé et que le record set il était vraiment avec le contenu que toi tu prévoyais. Puis là tu vas être sûr que mon code qui est supposé écrire dans la base de données, il fait la bonne chose, mais il a jamais écrit dans la base de données, puis c'est pour ça que tu vas avoir un test qui va rouler rapidement. Tout à fait. Donc, c'est un exemple, là. Donc, les Fluent Interface, encore là, je sais pas s'il y a un terme français pour décrire, tu sais, l'interface fluide, une interface fluide, hein, ça serait ça. Ouais. Mais on comprend que les interfaces fluides, c'est littéralement, c'est avec les points, donc les objets, en appelant les méthodes parlent par elles-mêmes. Donc, tu es capable de comprendre la suite logique de ce que tu essaies de faire. Quand vous faites, par exemple, du link to object, c'est souvent ça, parce que tout ce qui est link to object retourne des enumerable of quelque chose. Donc, souvent, tu fais du link to object en faisant ton objet point where, point first, point. Mm-hmm. Donc, là, c'est... Puis donc, ça te donne, pour les programmeurs qui connaissaient un peu SQL, il y avait l'impression que ça ressemblait un peu à du SQL. Puis, c'est quelques variantes, là. Le seul petit problème avec les Fluent Interface, c'est que c'est dur à débugger. Parce qu'il faut se dire que pour .NET, c'est un seul statement. Normalement, tu l'aurais mis sur plusieurs lignes différentes, mais pour .NET, maintenant, c'est un seul statement. Mais quand tu mets un breakpoint, c'est il exécute toute la ligne. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, faut que tu fasses des F11, tu steps dedans. Ça devient un peu plus difficile, mais ça se lit tellement bien que je pense que j'ai vu des cas où c'était plus complexe à lire parce que il y avait tellement de soit de paramètres ou à passer ou à chacune des fonctions. Fait que là il y a des cas où c'est tellement simple et puis ça se lit bien, c'est fluide là, c'est très bien. Mais le point que t'amènes, Guy, est important. C'est-à-dire qu'on peut peut-être des fois vouloir faire un API qui est basé sur une interface fluide, mais on manque notre coup. C'est-à-dire que c'est pas si fluide que ça, c'est dur à comprendre. Puis même, je dirais, quand on commence à utiliser un framework de mocking, qui utilise une interface fluide, à un certain moment donné, c'est un peu comme quand on choisissait notre librairie, mettons, pour une grille. Ben, si t'es habitué de travailler avec la grille infragistique, c'est pas évident d'aller avec la grille tellurique parce que chacun a leur façon de faire. Mais quand tu commences à utiliser un mock, puis que t'es habitué avec une façon de voir comment on fait l'interface fluide, mais des fois tu tombes dans un autre, tu te dis, voyons, il me semble que c'est bizarre comment ils font leur... Mais ça ressemble, parce qu'en bout de ligne, c'est juste les noms des méthodes qui sont différentes. Mais tu t'attends qu'au début de ton test, tu devrais arranger tout ce que tu veux faire sur ton mock. Tu t'attends qu'après ça, tu devrais déclarer les objets que tu veux tester et là, injecter tes mocks ou faire du future instance mocking. Puis à la fin, tu t'attends de voir faire du assert. Ah oui. Mais là, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup JustMock parce que leur Fluent Interface utilise cette terminologie-là, donc qui est plus facile à comprendre. Exactement. Ça, c'est un choix personnel. Il y a d'autres... Moi, c'est un choix personnel, mais j'ai le même réflexe que toi. J'adore l'API de JustMock. Mais je sais que JustMock et Isolator sont égaux, sont toutes les deux basés sur .NET Profile API. Ils pourraient toutes les deux avoir les mêmes fonctionnalités si vous voulez. Puis là, quelque part, il faut aussi dire que JustMock est le dernier entrée, dernier joueur, appareil, donc il a le privilège de regarder tout le vécu des dernières années. Puis se dire l'industrie se standardise vers cette approche-là, puis nous on va créer une interface qui représente la tendance du jour. Ils ont le problème aussi d'arriver deuxième. Ouais. Isolator est beaucoup plus connu. Ouais. Au niveau de la courbe d'apprentissage de ces outils-là, est-ce que on donne ça aux juniors qui viennent de rentrer? Je dirais, honnêtement, là, dès que tu commences à bien comprendre les lambdas, les extensions, parce que tu vas avoir de ça de toute façon, là, mais surtout les lambdas, puis que tu as compris le principe, tu t'es fait donner un petit crash course de 1 heure sur qu'est-ce que c'est supposé faire du mocking, puis comment on le fait avec un outil.
Moi, je donnerais ça à n'importe qui. Pour vrai, là. Parce que, honnêtement, moi, j'en avais jamais fait avant, il y a quelques années. Puis quand j'ai commencé à le faire avec Isolator, c'est parce que j'avais choisi de commencer avec eux, 40 minutes et je moquais un unit test. Puis moi, Puis 40 minutes, je faisais du Future Instance Mocking aussi. Là. Donc, finalement, la courbe d'apprentissage ici, c'est l'apprentissage de l'outil parce que les concepts restent à peu près les mêmes. Ouais, c'est des unit tests où est-ce que, au lieu d'utiliser tes propres mocks de service de email sender ou je sais pas quoi du genre, tu configures une classe qui va te le générer. Donc, puis je dirais même, si moi vraiment quelqu'un, tu sais, la plus grosse barrière à l'adoption de faire des tests unitaires, c'est quand un programmeur, surtout plus il est junior, plus il trouve ça ardu, c'est que là, ils se disent, oh, attends une minute, j'ai besoin, par exemple, on va revenir avec notre vieil exemple de dataset, où j'ai besoin, mettons, d'une classe Entity Framework. Ben là, il faut que je la crée toute, faut que je prévoie ma réponse, tandis que tu dis, ben là, si tu utilises un mock, là, regarde, tu viens de te sauver 50 000 lignes de code. J'exagère, c'est pas 50 000 lignes de code, mais tout ça pour dire que le temps d'apprentissage d'un framework de mock va être plus court et beaucoup plus performant que d'essayer de montrer à quelqu'un comment faire des jeux de test en utilisant toujours des classes concrètes, parce que toutes ces dépendances sur les fameux objets du framework, ben souvent tu vas vouloir les mocker. Puis donc c'est à peu près impossible de commencer à faire des tests unitaires sans du mock. C'est comme les deux vont ensemble. Assez. Je dirais que si tu fais pas du mocking, ben tu fais des tests intégrés automatisés. Donc, tu t'es monté une persistance, tu t'es monté une base de données, tu as mis du data dedans, tu le maintiens, tu le rollback, tu remets des snapshots. Souvent, moi, c'est le premier constat quand j'arrive chez les gens, ils disent, on fait des tests unitaires. Je dis, mais là, c'est des tests intégrés, vous faites. Hein? Ben non, c'est des tests intégrés. Regarde, vous allez de bout en bout jusqu'à la base de données, puis vous revenez, puis même vous instanciez le UI, donc parce qu'ils ont pas fait une architecture vraiment séparée des couches, donc. C'est pour les gens qui font plus du web, là, être capable de mocker comme il faut HTTP request, là, avec un .NET Profiler API, là, ça se fait en quelques minutes, là. Et là, après ça, t'es capable de commencer à faire là, vraiment là, ça va vite, là. des tests qui vont vite. T'es même plus obligé d'avoir un AIS pour faire tes tests. C'est direct, tu moques HTTP request. Comme si ça avait marché. Pout. Ouais. Mm-hmm. Puis là, t'es capable de commencer à réfléchir à, bon, je fais quoi que je veux que ma méthode fasse, au lieu de réfléchir comment je vais créer un test pour ça, parce que la barrière est là, c'est que les gens ils passent beaucoup de temps à réfléchir comment faire leur test ce qu'on veut quand on fait par exemple la conception pilotée par les tests, c'est on veut que tu réfléchisses à ton interface de ta classe. Donc c'est là qu'il faut que tu mettes ton énergie, pas sur comment tu vas mocker. Donc les frameworks te sauvent ça. C'était ça aussi mon big concern quand je commençais à mocker, c'est que je me disais je veux pas avoir à me soucier que je dois designer mon code pour qu'il soit testable. Moi, je veux dire à mes gens, codez, comme vous voulez. Là, si notre business nous force pas à tout le temps être en train de faire de l'injection de dépendance, parce que des fois, c'est requis par la business, pourquoi on se mettra ça dans les pattes de former tout le monde à être capable d'injecter? Mm-hmm. On va juste dire au monde programmé comme vous avez fait, comme d'habitude, et puis on utilisera un bon framework de mocking pour nous aider à faire des unit tests. Puis j'imagine, on sait que les gens qui ont écrit beaucoup de livres, qui ont formé les gens sur la conception pilotée par les tests, souvent ils ont commencé à programmer cette technique-là des années 2003, 2004, il n'y avait pas ça. Mais si tout le monde démarrait en 2011, j'imagine que tous les livres, la formation serait plus sur les frameworks de mock, puis la façon d'expliquer serait bien différente de ce qu'on a expliqué en disant utiliser des interfaces, utiliser de l'injection dépendante. Parce que c'est tout dans le but d'être capable de bien tester puis de séparer comme il faut un jour lors des tests, là. Puis là, le mocking nous permet de faire ça avec moins d'efforts. C'est pour ça qu'il y a des gens aussi qui pensent qui disent ouvertement que les frameworks de mocking basés sur le .NET Profiler API, c'est un peu de la black magic, puis ça encourage les mauvais designs. Mais moi, j'ai plus l'opinion de dire, si le design, j'en avais pas besoin, pourquoi je devais le faire? Si ça règle aucun problème dans ma business, pourquoi je me suis emmêlé pinceau avec ça? Pour le tester. Mon client me paye même pas pour les tests. Donc, ça, c'est malheureux. Souvent, les clients, il veut pas payer pour les tests, mais il s'attend à voir tous les comportements avec la performance voulue. Donc, à quelque part, il veut la performance, mais il veut pas entendre parler que c'est qu'il faut tester. Ça fait partie de la vie, hein. Ouais, c'est un autre débat. Vincent, je pense que ça brosse le tour. En tout cas, ça fait le tour de qu'est-ce qu'on doit savoir sur le mocking. Peut-être en terminant, as-tu site web, quelque chose que tu voudrais recommander? C'est sûr que les sites web de JustMock et puis de Telerik et de TypeMock, c'est plein de vidéos. Des petites vidéos pour apprendre. Donc, on va mettre les liens, nous. Oui, comment faire du Future Instance Mocking avec notre API. Tu regardes la petite vidéo, ça dure 1 minute 30, 2 minutes.
Tous les scénarios sont là. C'est vraiment super, là. Puis chaque personne des deux équipes de produits, je les connais de plus en plus parce que j'interagis avec eux ces temps-ci, ils ont leur propre blog. Puis ils donnent tout plein d'exemples intéressants. Exemple sur le future mocking, exemple sur comment marquer des classes statiques. Tout ça, c'est tout documenté maintenant, mais c'est pas documenté dans un livre, c'est plus en ligne, là. C'est le fun aussi d'avoir une petite vidéo qui te montre comment ça marche. Ce qui est important, c'est de savoir les bons termes, comme future instance mocking. D'un coup, tu comprends ça, tu dis, OK, comment on fait ça dans future? Tu tapes le mot-clé Google ou Bing est ton meilleur ami, puis en très peu de temps, tu trouves des exemples de code pour comment le faire. Puis je peux vous garantir qu'une personne qui a un peu de .NET, là, en 30, 40 minutes, 1 heure, vous savez mocker avec un framework de mocking. Disons avec MoQ ou JustMock ou Isolator. En dedans d'une heure, c'est fait. Puis là, ben, quand tu as passé cette première heure-là, tu peux passer l'autre heure à apprendre vraiment comment faire des tests unitaires puis dire, finalement, c'est pas si compliqué que ça, faire des tests unitaires. Parce que c'était ça, la grosse barrière, c'est plus souvent qu'autrement. Écoute, Vincent, nous, on te remercie. C'est moi qui vous remercie aussi. Je pense que c'est un sujet important. Faudrait espérer, on voit que Microsoft nous fournisse des environnements de tests. On parlait d'MS Test. Faudrait espérer que la prochaine étape, c'est que Microsoft nous fournisse aussi des environnements de mock intégrés à peu de coûts. Là, aujourd'hui, faut quand même les acheter. Mais on va voir ce que le futur nous réserve. Ben nous, on fait la pause et on revient avec les actualités. Les actualités avec Monsieur Guy Barrette. Hey, une nouvelle un peu triste. Hier, Monsieur Steve Jobs est mort. Donc, on était ensemble hier soir. Ben oui, c'était assez spécial parce il y avait Adam Kogan. Il y avait Adam Kogan qui vit en Australie, mais qui fait un voyage de plaisir avec sa femme, ses enfants. Il était au Canada, il était à Montréal et il venait souper chez nous. Puis toi, Guy, t'étais à la maison. Puis on parlait d'autres choses. Puis d'un coup, je reçois un SMS de mon fils qui me dit Steve Jobs est mort. Oh. Là, j'ai dit à mon fils, c'est pour une fois que tu me bats de vitesse puis que tu connais. Parce que mon fils c'est pas vraiment un techie dans l'âme, mais faut croire que c'était le sujet de l'heure hier sur Twitter. Puis lui, il l'a su. Il m'a transféré l'information, puis on était tout un peu surpris. Donc, le premier réflexe, sorti nos iPads et on a vérifié si c'était vraiment vrai, la nouvelle sur le web. C'est jeune, hein? 56 ans. Le iPad marchait plus, c'est ça? Non, nos iPads marchaient très bien. Mais c'est triste. Ce qui te surprenait, c'est un mois, presque moins de 2 mois après qu'il a annoncé. Donc, faut dire qu'il était vraiment... Oui, c'est rendu jusqu'au... Il était vraiment malade quand il a décidé de lâcher la main. Là, ce qui reste la grosse question, c'est dans 5 ans, 10 ans d'ici, là, on pourra porter un jugement sur, est-ce que ceux qui vont poursuivre l'aventure Apple, est-ce qu'ils vont relever le défi puis faire aussi bien que lui a réussi à faire dans les 10 dernières années, surtout? Mm-hmm. C'est ça, mais on peut pas le dire aujourd'hui, on va attendre 10 ans. On vous en reparlera dans 5 ans. Ouais. Dans un autre ordre d'idée, ceux qui ont des appareils mobiles Windows Phone 7, un nouvel update est sorti. Mango, le fameux Mango, qui est un update de l'OS. Qui apporte plein de nouvelles fonctionnalités, qui est beaucoup plus intéressant que ce que la version de Windows Phone 7 lorsqu'elle est sortie. Donc ça, c'est maintenant disponible pour updater vos téléphones. Moi, j'ai une question pour toi, Guy, là-dessus. On s'entend Mango, il y a aussi un lecteur pour écouter de la musique. Ouais, le Zune. Mais Microsoft annonçait que le Zune, comme appareil est mort de sa belle mort cette semaine-ci, mais le lecteur de musique qui est intégré avec Mango, lui va continuer. En fait, le lecteur de musique Zune qui est intégré dans le Windows Phone 7 et continue à vivre. Puis même Microsoft a annoncé que la fameuse Zune Pass était maintenant disponible au Canada pour un magnifique bas prix de $10 par mois. C'est quoi ça? Ben, c'est les 15 millions de chansons là, de pièces de musique là, qui sont disponibles lorsqu'on est abonné au service. On peut les écouter tant qu'on est abonné au service. Parce que souvent, les gens parlent beaucoup. On va juste faire une petite... Tu sais, les gens parlent d'Amazon qui s'en vient avec la musique, justement, ce qu'on dit en anglais, on demand. Ouais. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aller streamer ta musique sur Amazon. Ouais, mais il faut que tu... Faut que tu l'achètes. Ensuite, faut que tu l'uploades. Ou faut que tu les uploades. Ouais. On sait, avec iTunes, Apple sont dans cette industrie-là depuis plusieurs années. Puis encore là, faut que tu les achètes ou faut que tu les uploades.
Eux, le gros avantage, c'est que c'est pas forcément du streaming, c'est-à-dire que il va te les amener avec ton iTunes. Tu l'achètes, tu le télécharges. Mais il y a cette offre-là que depuis plusieurs années, Microsoft offre, qui est pour 10 c'est seulement aux États-Unis, puis c'était une quinzaine de dollars. Là, maintenant, le prix a baissé. Puis c'est surprenant que l'industrie en parle pas beaucoup parce que pour beaucoup, c'est pas cher. Là. 10 $, tu peux aller chercher toutes les chansons que tu veux. Puis je pense que à chaque mois, tu as une couple de chansons que tu peux vraiment. Non, je pense que maintenant c'est plus disponible avec le nouveau prix. Donc c'est juste tu vas chercher ce que tu veux, mais à la demande. Donc puis, tant que tu payes, t'as le droit d'écouter tes morceaux. Donc mais tous les morceaux, les 15 millions de chansons, tu peux aller toutes les chercher. Toutes les télécharger. Puis, donc tu payes 10$ par mois, mettons 120$ par année. C'est tu peux aller chercher la collection entière de toutes les Pink Floyd, de toutes les Genesis. Tu sais, t'es as toutes. C'est à peu près 6 CD, 6, 7, 8 CD à peu près sur l'année, mais fait que là, t'as droit à des millions de pièces musicales. Donc, c'est une offre intéressante. Mais bizarrement, personne n'en parle dans l'industrie parce que c'est pas sexy. Mais Apple aussi s'en vient avec ce service-là. Ouais, parce que c'est ce genre à peu près l'équivalent. Là. La compétition est une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres actualités qui ont Non, en fait, peut-être parler de la communauté.net. On a un samedi.net qui s'en vient samedi le 15 octobre. C'est une journée complète de formation sur le développement sur la plateforme Windows Azure. Donc, il y a samedi.net. C'est sûr qu'il y a toujours les rencontres qu'on fait 2-3 fois de façon hebdomadaire à tous les mois, en octobre, en novembre. Il y a aussi un événement qui va se passer à Montréal qui est le Agile Tour, qui se passe un peu à travers la planète, le Agile Tour. Et depuis plusieurs années, il y a des événements à Montréal, Québec, Toronto. Donc, à Montréal, c'est le 29 octobre. Donc, ceux qui s'intéressent à l'agilité et qui veulent en apprendre un peu plus, il y a ces événements-là aussi. Je pense que ça fait le tour. Vincent, nous te remercions encore pour ta participation. Fort apprécié. C'est très intéressant, messieurs. Puis, on souhaite bonne programmation à nos auditeurs. Puis on se revoit dans quelques semaines. Au revoir. Visual Studio Talk Show.